elle devrait en principe se préoccuper de la rentrée scolaire du 4 septembre prochain. Elle devrait en principe, aux côtés de leur famille, se préoccuper de la disponibilité de leur fourniture scolaire et leur disposition mentale pour aborder cette nouvelle année scolaire au Cameroun. Que non, elles ont choisi d'être des actrices d'une scène horrible, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Comment de jeunes filles à peine 20 ans peuvent-elles se déshabiller, raser, battre sur une des leurs avec autant de violence sans remords? Qu'est-ce qui peut bien justifier autant de violence chez les jeunes filles? Des images atroces sont-elles le reflet de notre société? Qui en est responsable? Oh, quelle jeunesse! Vous comprenez que c'est la thématique centrale de ce jour, des questions auxquelles le panel va répondre certainement. Jeunes et réseaux sociaux, jusqu'à quand la perversion? Le panel est bien constitué. Je commence par une senior journaliste. Elle a travaillé d'arrache-pied pour que ce sujet soit à la une de tous les réseaux sociaux et même médias traditionnels. Clarence Yongo, c'est la CEO de Griotte TV que vous avez certainement remarqué sur la toile. Clarence, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Félicitations pour le travail abattu par Griotte TV. Depuis quelques temps, on se rend compte que vous êtes en permanence sur le terrain. Comment ça se fait? Nous traitons les questions qui sont liées à notre ligne éditoriale, des questions liées aux femmes et aux enfants. Et lorsqu'un sujet comme celui-ci est sur la table, nous devons d'aller sur le terrain parce que les sources principales sont sur le terrain et non sur le cyberespace. Et donc, nous devons être au contact des sources pour collecter les informations, les traiter avant diffusion. Et donc, nous nous interdisons, même étant un média du web, même étant un pure player, comme je le dis souvent, nous nous interdisons de publier des informations sans vérification. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Griotte a été créée. D'accord. Félicitations pour le travail battu et ça justifie votre présence sur ce plateau. Merci. Maître Fidoline Aline Anaba Kondok, elle est huissier de justice, mais également membre de l'association chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes, Antenne du Littoral. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Comment vous allez? Bien, bien. Et les activités de l'association, il s'agit de quelle association précisément et comment ça se passe pour l'antenne du Littoral? Il s'agit, comme son nom l'indique, de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une association vieille d'une trentaine d'années. Elle a été créée par une dizaine de femmes féministes. C'est une association féministe de pression. Et vraiment, nous nous occupons essentiellement de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Oui, c'est ça la LVF. C'est une association de pression, pas une association de masse. Merci pour le travail abattu et merci de votre disponibilité à venir échanger avec nous sur ce plateau. Lui également, c'est un juriste conseil. C'est la casquette qu'il aborde ce soir au regard de la thématique. Il était d'ailleurs à Mabanda ce jour pour s'enquérir exactement de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Max Wabo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir à différents co-panélistes, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir, c'est un honneur de partager votre plateau. Je voudrais, si vous me permettez justement, saluer la dame. C'est Clarence Yongo, c'est ça? Très bien, ok. J'ai vu le travail que vous avez abattu au travers des réseaux sociaux. Je vous adresse mes sincères encouragements. Je voudrais également profiter de cette antenne, madame, si vous me permettez, parce que quand j'ai vu les actes qui étaient posés dans la vidéo, ça s'assimile en droit à ce qu'on peut appeler une torture. Je salue donc déjà le procureur Achille Serge Kamou, que je considère comme le procureur le plus célèbre du Cameroun, qui justement a échangé avec moi en relation avec le thème. Je crois que j'aurai la possibilité justement de développer un certain nombre d'arguments. D'accord. C'est un invité de la dernière minute. On dit merci au docteur Christian Eyoum qui a bien voulu nous retrouver sur ce plateau, médecin psychiatre à Douala, précisément à l'hôpital Akaitini de Douala. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici au pied levé. On peut arriver et puis quand il y a des thématiques aussi pertinentes et importantes, d'ailleurs vous en avez toujours de pertinentes, on répond présent et on est content d'être là. Mais comment vous avez fait pour vous débarrasser de vos malades? Non, on ne s'en débarrasse jamais. On ne se débarrasse jamais de nos patients.
à l'hôpital La Quintinie, à la maison du psy, on les aime beaucoup et on leur demande juste la permission d'aller faire un travail de sensibilisation pour éviter que d'autres tombent dans les mêmes pièges qu'eux et pour que certains qui sont dans la difficulté trouvent les chemins pour s'en sortir. Merci énormément. Et pour ceux qui ont vu Maurice Somo sur l'affiche du débrief de l'actualité, il a eu un imprévu de dernière minute, appelé de toute urgence dans la ville de Yaoundé. Donc il adresse ses sincères excuses aux téléspectateurs du débrief de l'actualité. Je commence par vous, Clarence Yongo. Des jeunes filles sur les réseaux sociaux dans une vidéo filmée. On voit des filles d'à peine 20 ans se retrouver dans des postures assez délicates, bagarres, des filles qui rasent carrément des cheveux de l'une d'entre elles. Vous qui étiez sur le terrain, la première question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé parce que je n'étais pas présente. Je vais vous rapporter ce que nos sources sur le terrain nous ont également relayé. Ce qui s'est passé, c'est que la jeune fille Marie-Thérèse Ngolingo, qui a 16 ans, habite chez sa grand-mère au quartier Cité-Cycle, enfin, fin Barrière et Sec. Je ne sais pas si c'est Cité-Cycle. Oui. Et donc, il y a quelque temps, elle est partie de chez sa grand-mère pour aller chez sa mère, d'après l'information qu'elle a donnée à la grand-mère en question. Sauf que quelque temps plus tard, on se rend compte qu'elle n'est ni chez sa grand-mère, ni chez sa mère. Et donc, on commence à la chercher. Et c'est ainsi que l'une de ses copines, qui lui rend souvent visite chez la grand-mère, arrive le dimanche soir et informe la grand-mère de ce qu'elle aurait été victime de séquestration ou de torture. Et vous avez vu l'avalanche des vidéos sur le cyberespace, tout le monde se questionnait. On a vu la jeune fille qui est brûlée, tout le monde l'assimilait à Marie-Thérèse. Donc, les cheveux rasés. Voilà, ça allait dans tous les sens. Et l'oncle de Marie-Thérèse est appelé. Et je pense que lui, il ne vit pas dans la ville de Douala. Donc, il est appelé en rescousse pour venir prêter main forte à la grand-mère. Il fait le tour des morgues, il fait le tour des hôpitaux parce que sur les réseaux sociaux, on annonce Marie-Thérèse morte. Ouais. Et donc, vous imaginez la panique de la famille. Tout le monde se dit, ah, elle est morte. Au moins qu'on nous dise où est sa dépouille. Et c'est ce que l'oncle essaye de faire. Et voilà, il fait le tour des morgues, il fait le tour. Et il dépose une plainte au commissariat de sécurité publique de Bonaberry. Et entre-temps, le commandant de Mambanda avait déjà également pris l'affaire en main. Il est donc appelé par le commandant qui lui dit qu'il a l'affaire en main. Et donc c'est comme ça que hier matin, les jeunes filles sont interpellées au quartier 4 étages où elles ont essayé de se cacher. Elles ont essayé de se cacher dans un endroit un peu abandonné. Et c'est le propriétaire des lieux qui a donc fait appel, enfin qui aurait fait appel, parce qu'il y a deux versions de cette affaire-là. On a une source de la gendarmerie qui nous dit qu'elles sont arrivées dans... Elles vivent, il y a l'une d'entre elles qui vit dans le coin. Et donc elles sont arrivées dissimulées sous des cache-nez. Et ça prêtait quand même à confusion, ça attirait l'attention parce que de moins en moins on voit des gens qui circulent en cache. Certaines sources parlaient même qu'elles sont réfugiées chez un dealer, que le monsieur, là où elles sont retrouvées, c'était un dealer reconnu comme un dealer de drogue dans la zone. Alors ça, je ne le sais pas, mais je sais qu'elles sont allées se réfugier dans une porcherie. Ça, par contre, c'est une information qui a été donnée à la gendarmerie hier. Et donc, c'est le propriétaire des lieux qui a appelé les éléments de force de maintien de l'ordre et elles ont ainsi été interpellées. Et donc, c'est une histoire, une histoire assez sombre parce que ce serait un réseau de prostitution qui engage des jeunes filles. Et donc Marie-Thérèse aurait été engagée par sa copine qui allait informer de ce qu'elle a été victime de torture. Donc ce serait une histoire scandaleuse comme ça. Rien à voir avec une affaire de petits copains, telle que relayée longuement. Alors l'affaire de petits copains arrive un peu comme un prétexte pour masquer la situation. L'histoire au fond, c'est que Marie-Thérèse qui serait en colocation avec une copine au quartier Ndokbo. Après une fête, invite donc la copine à passer la nuit parce qu'il est tard. La copine, en partant le lendemain, prend argent et petits effets, s'en va
Et donc Marie-Thérèse l'interpelle quelque temps plus tard et lui dit, tu as pris de l'argent quand tu partais, etc. La fille dit qu'elle ne se reconnaît pas dans cette accusation. Marie-Thérèse va donc faire une dénonciation sur les réseaux sociaux. Et donc c'est en guise de représailles qu'on crée ce traquenard-là. Et on l'invite donc au quartier 4 étages à Bonaberry. Elle est donc bastonnée comme on l'a vu, rasée, filmée, ses parties intimes filmées comme on l'a vu. D'accord. Alors Fridolin, comment est-ce qu'on en arrive, peu importe les raisons, à se retrouver dans une chambre des jeunes, ce sont des ados, avec une situation pareille, déshabiller leurs copines, raser les cheveux et pour une autre, verser de l'huile, puisque c'est une autre fille, pas la même. Oui, et les deux histoires ne sont pas liées. Ils ne sont pas liées du tout. Comment est-ce qu'on en arrive à une telle violence? C'est là vraiment la question à se poser. Comment est-ce qu'on en arrive à une telle violence? Parce que laisse tout le monde sans voix. Comment est-ce que des jeunes filles, j'entends, la victime a 16 ans, c'est de 16 à 21 ans, il paraît, le réseau. Oui. Comment est-ce qu'on en arrive à une telle violence? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut pousser des jeunes filles? Qu'est-ce qu'elle a pris? Le bien était si précieux que ça pour qu'on décide. Ou alors c'est parce qu'elle a dénoncé sur Internet. Vraiment, je ne sais pas. Moi, je suis sans voix. C'est une histoire qui laisse tout le monde sans voix. Ça me laisse sans voix. Et je pense tout simplement que notre société est en train de, notre jeunesse surtout, est en train d'aller dans une dérive, une dépravation de mœurs, à nul autre pareil. Et je crois que les réseaux sociaux, Internet, TikTok, je crois que tout ce que nos jeunes voient dans ces médias ou dans ces moyens de communication, de télécommunication, leur font penser que nous vivons dans un monde qui est comme un film. Je crois qu'ils pensent que nous vivons dans la science-fiction, nous ne vivons pas sur une terre réelle. Parce que poser un acte pareil, je suis sûre qu'elles se disaient qu'elles vont faire comme on fait dans les films, elles vont agresser leurs copines, elles vont faire ici, elles vont se cacher, puisqu'elles sont allées se cacher. Donc, elles n'ont jamais pris la mesure que c'est vraiment de la réalité. Qu'est-ce qui peut pousser les filles? Est-ce que c'est nous les parents qui avons échoué à notre mission? Est-ce que c'est la société camerounaise tout entière qui a échoué? Donc vraiment, c'est des questions à se poser parce que moi, je suis sans voix. Maswabo, des vidéos d'une violence extrême, des images horribles à regarder. Vous, en tant que juriste conseil, c'était quoi votre première réaction en regardant des jeunes filles qui pourraient être votre fille, vos filles, réagir de la sorte? Madame, en réalité, j'aborde peut-être ce soir la casquette de juriste, mais malheureusement, vous ne pouvez pas me dissocier de ma casquette d'homme politique. Je préfère d'avoir votre casquette de juriste conseilliste. Bien, de toute façon, si vous voulez que je reste dans cette casquette, j'ai envie de vous dire que les actes posés sont ignobles. Et ces actes, justement, sont répréhensibles au sens de la loi. Donc, il est donc évident que si on reste dans le sens de la loi, on devrait justement interpeller toutes les jeunes filles qui apparaissent dans la vidéo. Et je suis que ça semble être un réseau. Et à partir de là, on doit démanteler tous les réseaux. Et bien évidemment, ceux qui ont posé des actes ignobles doivent justement faire face à la justice. Ce sont des enfants. Madame. Ce sont des jeunes filles. Les filles sont vraiment à l'image de la tendresse, de la douceur. Comment des jeunes filles d'à peine cet âge-là se retrouvent avec des attitudes sans remords? Non, madame, je ne veux pas questionner. Il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas questionner. Là, je vais d'abord rester sur le plan du droit. Pour dire des gens ont posé des actes répréhensibles au sens de la loi. Les gens doivent pouvoir répondre. Je vais vous dire, madame, si vous vous fiez sur l'âge, vous risquez de trouver des enfants de 15 ans et vous avez dit effectivement ils sont mineurs. Mais seulement la dame semble dire que j'ai suivi que c'est un vaste réseau. Il faut démanteler le réseau. Il y a forcément quelqu'un qui manipule ces jeunes-là. Et je crois que forcément ceux qui manipulent ces jeunes sont forcément majeurs. Donc il faut démanteler le réseau. À partir de là, justement, on pourra mener un certain nombre d'investigations et on apportera justement les solutions appropriées. Ça reste sur le plan du droit parce qu'il faut identifier tout le réseau. Quand on va identifier le réseau, on pourra voir la responsabilité de tout un chacun. Vous comprenez? Je ne voudrais pas dire, même s'il y a des gens de 15 ans, il n'en demeure pas moins qu'on peut exploiter ces enfants de 15 ans et savoir qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui leur pousse à se comporter de la sorte. Ça peut-être c'est sur le plan du droit. Mais également, il y a également un autre point qu'il faut voir, il faut faire attention parce que on peut même questionner, madame, l'attitude de ceux qui nous gouvernent. D'accord? J'ai envie de dire,
c'est un problème de la société camerounaise. Ce volet-là, on en parle tout à l'heure. Je voudrais d'abord demander à Dr Eyoum, notre jeunesse a une colère non violente à exprimer au regard de ces images-là. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, toute jeunesse est énergique en fait. Et c'est pas pour rien que dans les lycées et collèges, on a toujours eu ces programmes de sport, tout ce qu'on met en place pour qu'on puisse dégager l'énergie qu'on a. Et aujourd'hui, je pense que je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont pu comparer la mobilité d'un jeune d'aujourd'hui à celle d'un jeune d'il y a 30 ans. Parce qu'un adolescent, en situation générale, un adolescent qui ne sait pas dépenser dans la journée, comment dort-il la nuit? On peut se poser des questions. Mais madame, cette situation m'a rappelé une situation qu'on a vécue il y a quelques années, celle du coup de poignard d'un lycée de Douala, que je ne vais pas citer. Et depuis là, moi, j'ai commencé à me questionner un peu sur la question de la banalisation de la violence. On ne va pas accuser les films qu'on a vus à une époque où tout était la mort est quelque chose qui peut arriver et puis on ressuscite au prochain film. Mais on va questionner le fait que le sacré a disparu aussi. Et que finalement, quand on va blesser l'autre, même dans le petit truc, même dans la rue, il faut voir, parce qu'on a beau accuser les jeunes, mais nous, les adultes, qu'est-ce qu'on fait quand on est en plein carrefour et que quelqu'un de moto veut nous dépasser? On baisse la vitre de sa voiture, on l'engueule. Il faut voir combien la violence est devenue quelque chose de... C'est-à-dire que finalement, même la mort, de tuer l'autre, de sacrifier l'autre, de l'humilier, c'est devenu quelque chose de tellement évident qu'on fait juste un aller-retour. Et j'ai bien apprécié quand madame essayait de nous montrer tout à l'heure que finalement la réalité et le numérique sont devenus presque le même monde. Et des enfants arrivent pour quelque chose qui se passe sur Internet à se tuer dans la vie réelle. Et ils arrivent pour quelque chose qu'ils ont fantasmé, à se sacrifier les uns les autres et à détruire ce qui faisait la dignité d'une femme. Parce qu'il faut avouer quand même qu'au-delà de tout, on gardait pour les femmes une certaine position sacrée et on protégeait un certain nombre de choses. Et on voit, et j'ai bien aimé le réseau que l'a cité tout à l'heure, moi je n'ose pas dire les noms, mais il y a un réseau dans lequel aujourd'hui quand vous ouvrez, c'est des petites vidéos à scroller. Et finalement, ce qui est intime à une femme sera brandi comme ça. Donc moi, j'en reviens encore à cette question de la banalisation et de qu'est-ce qu'on a fait du sacré aujourd'hui. Je pense qu'il faut un retour au sacré. On reviendra peut-être dessus, mais je pense qu'il faut un retour au sacré. D'accord. Clarence, est-ce que c'est un signe d'alarme pour nous dire que la jeunesse est à la dérive avec cette situation, cette tragédie? Alors, je vais suivre le docteur Eyoum parce que j'ai l'impression qu'il a lu un peu dans mes pensées. Il y a cette banalisation justement de la violence, parce que je travaille également sur ces questions, comme vous le savez, dans les écoles. Et ce que vous allez remarquer, c'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux particulièrement, le taux de violence est allé en s'aggravant. Je vous le disais la dernière fois, lorsque nous avons fait une descente à Kribi dans les différents établissements, les chiffres faisaient peur. Ça, il faut le dire, les chiffres faisaient peur. Et donc, cette banalisation, c'est vraiment, tout le monde est impliqué là-dedans, puisqu'on dit que l'éducation est inclusive. Tout le monde est impliqué, c'est-à-dire c'est le parent qui ne veille pas sur son enfant. Je ne vais pas prendre les cas que nous avons, parce que je pense que la loi va être dite et puis on pourra peut-être commenter dessus plus tard. Mais on a un problème d'éducation qui se pose sur ces différentes affaires. On a que également tous les médias que nous avons, que nous absorbons, ne sont pas tamisés. Malheureusement, nous prenons tout. J'ai bien envie de commenter un peu ici le texte concernant la protection des jeunes sur le cyberespace et de dire que moi, ce texte-là, quand je l'ai lu, par exemple, je me suis posé la question, est-ce que ces gens même sont sur Internet? Et pour qu'ils nous fournissent un texte comme ça aujourd'hui, on dirait que c'est un texte qui date de je ne sais pas combien d'années. Bref, je veux dire que on a l'impression que ceux qui nous gouvernent n'anticipent pas sur un certain nombre de choses et donc les conséquences sont celles qu'on voit. Autre chose dont j'ai une fois déjà parlé avec Dr Eyoum, quand je travaillais sur le tramadol en 2008, quand je tirais la sonnette d'alarme, qui s'en souciait? Personne. Est-ce que vous savez que samedi, je me suis rendu compte qu'on vend du whisky en sachet à 50 francs aux enfants? Je ne le savais pas, j'ai découvert. 50 francs, j'ai vu des enfants de 5 ans qui achetaient le whisky. Donc je veux dire que si on mélange ce cocktail-là, évidemment on aura des enfants violents et j'ai envie de dire que ça ne fait que commencer. Je ne suis peut-être pas psychiatre, mais quand j'observe et que j'ai travaillé sur ces questions-là avec des spécialistes, j'ai envie de dire que ce qui va se passer dans 10 ans, ça va être plus grave que ce qu'on observe aujourd'hui. Fridolin, notre société a oublié sa jeunesse.
Est-ce que notre société a oublié sa Parce jeunesse? qu'on a l'impression que les jeunes s'éduquent que vraiment comme ils peuvent, sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans la société, au point où ce qui arrive vraiment, ce n'est que peut-être parce que la société a oublié sa jeunesse. Oh, est-ce que notre société a oublié sa jeunesse? Est-ce que notre société camerounaise, vraiment, je vais parler là comme une Camerounaise, est-ce qu'elle se retrouve déjà elle-même? Est-ce que nous nous retrouvons nous-mêmes en tant que société? Parce que pour éduquer une jeunesse, il faut déjà nous-mêmes, nous les adultes de cette société, avoir des normes, des repères et une ligne de conduite vraiment exemplaire. Comme le docteur le disait, quels actes nous les adultes même nous posons? Bon, ça c'est une question. Et maintenant, une jeunesse, elle s'éduque. Les enfants, je dis souvent, moi en tant que féministe et de l'association contre la lutte contre les violences faites aux femmes, je crois que nous, cette génération-ci qui tirons vers la cinquantaine, peut-être nous avons été mieux élevés parce que nos mamans restaient beaucoup à la maison. Parce que élever un enfant, c'est un sacerdoce et c'est un travail qui demande une attention de toute minute. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes obligées de sortir pour chercher le pain quotidien. Parce que quand une femme n'a pas les moyens elle-même de sa politique, ça veut dire qu'un pouvoir économique, elle est plus victime de violence que tout ce qu'on peut penser. Et c'est pour ça que nous les femmes aujourd'hui, nous sommes obligées de sortir de la maison et d'aller chercher. Ce qui fait qu'à un moment, cette éducation-là, ce travail d'éduquer les enfants, il est parfois laissé comme ça. On sort le matin, on rentre le soir, on ne voit même pas nos enfants. Parfois, c'est la nounou qui s'en occupe. Et bien, quand la nounou s'en occupe comme elle peut, c'est pas son enfant. Et puis, on les envoie à l'école. Et puis, ça donne ce que ça donne. Parce qu'à un moment... On n'a pas l'œil sur ses fréquentations. On ne peut pas. Une maman qui sort le matin et qui rentre le soir ne peut pas. C'est vrai que ce n'est pas seulement le travail de la maman. Mais c'est les mamans qui nous ont élevés. Parce que nos papas n'ont pas toujours été là. On savait que le papa va travailler. Mais avec toute la violence que les femmes subissent, parce que quand tu restes à la maison, quand le mari lui revient le soir, tu es une incapable, tu ne travailles rien, tu ne sais rien faire, tu ne sers à rien. Et puis les femmes, mais c'est une révolte, nous avons décidé de sortir. Et voilà ce que ça donne. Moi je crois que c'est un peu ça. C'est toute la société camerounaise qui est on doit tous se poser des questions. Tous, autant que nous sommes vraiment. Donc tout est à refaire finalement. À revoir, peut-être à repenser. À repenser, notre société est à repenser parce que quand on voit la lutte, et ce n'est pas la première violence. Je crois qu'il y a quelques années, il y a eu une autre violence où c'était toujours aussi des jeunes filles. Ce n'est pas la première fois des jeunes garçons, des poignards qui sortent. Ça veut dire que notre société, quel Cameroun pour demain? Parce que ces enfants, ce sont les Camerounais de demain. D'accord. On a vu une indignation collective, masse sur les réseaux sociaux lorsque Clarence, qui travaille sur le sujet, a commencé l'enquête, publié des enquêtes sur le terrain. Les discours, c'était un peu du genre, les jeunes, on voit les jeunes maintenant comme des personnes dangereuses. Madame, je vous ai dit que malheureusement, vous n'allez pas m'empêcher de mettre ça sur le plan politique. On ne peut pas dissocier. Je voudrais dire quelque chose à mettre en face. Maître, vous voyez, je ne voudrais pas que vous trouviez une excuse en disant qu'on a demandé aux femmes d'aller travailler et du coup, les dames ont abandonné. Non. Les responsabilités se trouvent également du côté de l'homme, également du côté de la femme. Ça, c'est clair. Donc, si l'homme va travailler, qu'il rentre à 23h, ça ne vous empêche pas justement de veiller sur l'éducation de vos enfants. Non, parce que l'enfant dort à 23h. Madame, si vous rentrez et que votre enfant a dormi à 23h et que la dame peut vous faire le rapport de la journée des enfants, eh bien, vous pouvez savoir, voilà un enfant qui a commis telle faute en journée, et demain matin, vous le passer à table pour comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. Mais on trouve donc des parents qui ont abandonné. Et en ce moment, si vous rentrez, vous dites pas à votre femme comment s'est passée la journée des enfants, est-ce qu'il y a eu un incident? Si vous ne communiquez pas de cette façon, eh bien... Il y a des parents qui ne savent même pas que leurs enfants se trouvent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des parents être vraiment surpris de savoir que les enfants ont des comptes Facebook, Twitter, TikTok. C'est à tort, madame. C'est à tort. Moi, j'ai ma fille qui utilise WhatsApp. D'accord? Quand je vois qu'elle a fait un statut, très rapidement, je l'appelle pour dire enlève-moi ça très, très rapidement. Et je suis dû là-dessus. Enlève-moi ça très rapidement. Vous comprenez? Donc, on doit veiller. D'accord? Si vous avez des enfants qui sont mineurs, rien ne vous empêche à un moment donné, même de manière inattendue, de prendre le téléphone portable de votre enfant. Rien ne vous empêche de le faire. Mais c'est parce qu'on a tout abandonné et la femme à la maison ne peut pas tout faire. Bien, madame, quand je disais tantôt que ce problème est avant tout politique,
Madame, ne perdez jamais de vue que toutes les décisions sont avant tout politiques. Lorsque dans un pays, il n'y a pas de justice, vous arrivez à ce type de situation. Les enfants qui ont violenté la dame, j'ai bien peur qu'en menant les enquêtes, on ne tombe même pas sur le réseau. Vous savez pourquoi, madame? Vous êtes dans un pays de tu sais qui je suis. Vous êtes dans un pays de l'ombra de jour comme de nuit. Eh bien, très rapidement, quand on va commencer à mener des enquêtes, interpeller des gens, c'est des coups de fil qui vont arriver et c'est comme ça que l'enquêteur va laver ses mains. Et du coup, on n'aura pas le temps d'utiliser la justice pour sanctionner au vu et au su de tous. Et du coup, les gens vont reprendre. Je voulais tout simplement dire, et c'est là où il faut bien que le gouvernement camerounais fasse très attention. Quand un pays ne sévit pas avec sa justice, on arrive à ce type de comportement. Pourquoi? Imaginez que rien n'est fait dans le cadre de cette affaire. On est en plein veille de rentrée scolaire. Des gens poseront d'autres actes. Il faudrait bien qu'on se souvienne de la théorie du précédent. C'est nous-mêmes les parents, lorsqu'on verra justement que mon enfant est impliqué là-dedans, eh bien, je vais utiliser ma casquette relationnelle pour vouloir tirer mon enfant d'affaire. Mais il se trouve, madame, je peux vous confier que je ne suis pas ce genre de parent. Ma fille est à la conquête et je suis connu là-bas comme un papa sévère. Ma fille sait très bien que si elle fait une bêtise, je suis informé, je lui donne le foin en pleine récréation. C'est interdit le foin. Écoutez, madame, il y a des choses que il ne faut pas accepter. Soit vous êtes un parent rigoureux, vous comprenez? Je converse bien avec les enfants. Mais on sait que voici les limites à ne pas franchir. D'accord. Il faut bien, madame, il faut bien justement que ce problème soit justement pris comme un cas d'école et que justement ce problème soit résolu avec toute la rigueur de la loi, de sorte que des décisions soient rendues de manière publique et que les médias soient mis en contribution pour relayer les décisions qui en découlent. On va venir chez au vous moins pour ça condition. fera, je vous en prie, Oui. au moins ça fera de sorte que ces enfants qui vont reprendre le chemin de l'école sachent justement à quoi ils s'exposent. Les propositions, ce sera pour tout à l'heure. Il y a quand même que des jeunes sont dérangés. Pourquoi on ne pense pas que ces jeunes ont des problèmes, soit psychologiques, au sein de leur environnement familial, au sein même de leur société, de leur, je sais pas, dans leur mental, pour se retrouver à poser des actes incompréhensibles. Je pense que à la base, ce qui nous choque, c'est plus l'exposition que la violence en elle-même. Si on analyse bien, il y a toujours eu des jeunes violents. Hein. Écoutez, on a connu des bagarres dans les quartiers, à la rivière, à la pompe. Vous avez dû connaître ça dans la jeunesse. Moi, quand j'étais tout jeune, on allait puiser l'eau et puis il y avait un cousin qui bousculait ton seau. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, ce qui choque en fait, c'est cette envie d'exposer l'autre. Vous voyez un peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a que je lui fais mal, mais je dois l'exposer. De une sorte d'exhibitionnisme de la souffrance de l'autre et donc de l'humiliation, d'une trace qu'on va laisser à l'autre. C'est la première chose que j'allais remarquer. La deuxième, c'est bien, comme disait maître, comme disait madame tout à l'heure, que finalement, il faut se questionner sur la parentalité d'aujourd'hui aussi. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce que les femmes sortent que les hommes ne doivent pas se repositionner. Maître l'a dit tout à l'heure. On devrait aussi dire à nous, les hommes, de pouvoir se repositionner parce que la question de la figure paternelle, en particulier dans l'adolescence, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il faut une figure qui assure le cadre, qui pose la loi et qui n'est pas forcément la figure répressive. Il y a des femmes qui jouent ce rôle-là. Les femmes, elles jouent très très bien ce rôle et ça c'est sûr. Mais c'est très difficile d'être aussi ambivalente, d'être celle qui donne l'affection tout de suite et tout de suite qui va faire une chose. Il faut quelqu'un qui a la chance de n'avoir jamais porté de grossesse, qui n'a donc pas la possibilité d'avoir ce que vous avez, qui s'appelle l'instinct maternel et qui peut donc exécuter des choses ou même faire semblant d'être le plus dur. Au moins faire semblant parce qu'on a besoin de ça. Hein, c'est comme quand on dit sur haute instruction 2, mais quand on le dit, tous ceux qui sont en bas écoutent d'abord. Hein. Et donc ça veut dire que si on dit que quand papa va revenir tout à l'heure, moi je vais, tout le monde se réajuste. Donc il y a peut-être une sorte d'apprentissage à la parentalité qu'il devrait être fait aussi. Mais après tout ça, je pense que nous devons, moi je reviens sur la question du sacré. C'est-à-dire que vous savez, quand on est en Dokoti, un carrefour que j'aime beaucoup, et que le policier dit à certaines personnes, arrêtez-vous. Et qui tourne le dos, ce policier est un humain, il ne voit pas dans son dos. Le gars qui pense que le policier n'est pas un être sacré, il va passer. Donc si on commence à dire aux gens que ce qui existe n'est que ce qui est matériel là, ce qui est là devant nous, nous allons arriver à une société où, tant que les gens ne sont pas pris, ils estiment que ce qu'ils font est bien.
Donc, en fait, ce qui est bien, c'est ce qui fait qu'on n'a pas pu me condamner. Et c'est ce qui fait que papa n'a pas vu. Alors, la vérité, c'est que vous avez raison, madame, mais quand la maman n'est pas là, que papa n'est pas là, s'il y a quand même un peu de sacré, ça retient un peu de cadre. Et quand je dis sacré, ce n'est pas forcément seulement ce qui est religieux, mais c'est aussi ce qui est culturel. C'est aussi ce qui est à respecter à tout prix, qu'on ne peut pas abandonner parce qu'on estime que ça, c'est inviolable. Je pense qu'il faut revenir à 100 jours. Il y a cette réaction, Clarence, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne devraient pas venir en Afrique et au Cameroun en particulier. Il y a un bon côté sur Internet, celui de la formation, de la recherche et même d'opportunités d'emploi. Je suis d'ailleurs un témoignage vivant de l'utilisation positive car j'ai y trouvé un emploi actuel. Mais aujourd'hui, l'utilisation perverse des réseaux sociaux par nos enfants et nos jeunes frères est déplorable. Il faut un encadrement du numérique au Cameroun. Ça, c'est Berthe Jocelyne. C'est ce que nous faisons tous les ans. Nous allons dans les écoles pour la sensibilisation. Je vais revenir sur ce que les uns et les autres ont dit. Nous sommes face à une génération qui s'appelle la génération des transparents. La génération des transparents, c'est ceux qui montrent tout. Donc c'est vraiment la monstration. C'est-à-dire qu'on montre ce qu'on fait, on montre. On dort, on montre. On ne mange pas, on montre, etc. C'est donc... Bon, bref. Je veux dire que c'est comme ça que ça s'appelle cette génération-là. Et donc, quand on a compris qu'on a affaire à la génération des transparents, il faudrait donc qu'on mette des garde-fous et qu'on éduque cette génération. Qu'est-ce que la Chine, par exemple, est en train de faire aujourd'hui? La Chine est en train de dire aux jeunes, vous savez, vous n'avez pas le droit d'être sur Internet de tel âge à tel âge. C'est comme des prescriptions médicales. De tel âge à tel âge, vous n'avez pas le droit d'être sur Internet à telle heure. De tel autre âge à tel âge, vous devez être sur Internet 1 heure seulement ou 2 heures. Ça limite un peu le champ d'exposition auquel les jeunes font face. Maintenant, il faut également qu'on soit capable de dire aux jeunes, le cyberespace est un espace public virtuel. C'est-à-dire que ce que vous n'êtes pas capable de faire dans la vraie vie, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes capable de déshabiller une fille là dehors, exposer sa nudité, etc., etc. Est-ce que vous êtes capable, vous, de marcher nu, mettre une petite, je sais pas moi, un petit caleçon comme ça, danser, dénuder? C'est l'espace public virtuel. Et donc, quand on a compris ça, on a compris également que les parents ont un rôle important à jouer, mais également que les gouvernants ont un rôle important à jouer. Et c'est pour ça que je parlais de la loi cadre qui a été promulguée il y a quelque temps et qui est désuète, déjà promulguée mais désuète, parce qu'elle ne correspond pas à l'environnement. Maintenant, est-ce que les jeunes peuvent capitaliser en utilisant ce cyberespace? Évidemment. Évidemment, nous travaillons dessus. Quand je suis partie de chez Canal 2, l'idée c'était de dire, ok, sur Internet, sur le cyberespace, on n'a que de la désinformation parce que j'ai travaillé sur l'infopollution, donc la pollution de l'information sur le cyberespace. Donc l'idée derrière ça, c'était que on crée justement un espace public, un espace virtuel où on a la bonne information puisée à la bonne source, parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Mais derrière ça, les autres prescriptions également, les autres recommandations, c'est de dire il faut sensibiliser les jeunes parce que ils ne le savent pas. Maintenant, sensibiliser les parents. Chaque fois que je suis sur ce plateau, qu'est-ce que je dis? Si votre enfant a moins de 13 ans, il ne doit pas être sur Facebook. Qu'est-ce qu'il fait sur Facebook, par exemple? Je veux dire sur les réseaux sociaux de façon globale. L'âge pour être sur les réseaux sociaux ailleurs, c'est 13 ans. Donc, normalement, chez nous, ça doit même être 15 ans. Mais vous avez... on offre un iPhone à l'enfant. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que tout cela soit recadré et qu'on se dise, ok, si on veut construire en utilisant le cyberespace, voilà les normes à respecter. D'accord. Fridoline, est-ce que c'est pas aussi parce que dans ce pays, on célèbre les contre-valeurs au point où pour un X, pour un Y, c'est normal pour cette jeune fille de venir également sur les réseaux sociaux, puisque pour elle, on a passé le temps à célébrer un X au lieu d'un Y? Bon. Ça, c'est peut-être aussi ça, c'est ça la particularité du Cameroun. Les jeunes enfants, les jeunes qui vont sur Internet, les jeunes filles, parce que là c'est un cas de jeunes filles qui vont sur Internet, elles ont leurs valeurs, qui ne sont pas des valeurs, mais elles ont des valeurs sur lesquelles elles s'appuient, qui sont plutôt des contre-valeurs. Elles vont faire comme tel a fait ceci. Et puis c'est vraiment ça, quelqu'un pose des actes tellement ignobles, et puis après, la personne devient une référence. Une référence. Ça veut dire que... Et puis parfois, c'est les médias aussi. On l'invite sur les plateaux de télévision. Elle devient un modèle. On apprend un exemple. Comment est-ce qu'on veut que ces jeunes filles ne copient pas? Elles copient.
Parce que ça, en fait, ce sont des esprits vides. Les jeunes sont des esprits encore vides. Donc, ça veut dire ce qu'ils voient, ils absorbent, et ils appliquent. Donc, c'est aussi ça au Cameroun. Malheureusement, c'est à décrier. C'est à décrier. Et c'est la raison pour laquelle les parents, vraiment, doivent jouer leur rôle. Le rôle des parents, c'est comme disait le docteur, le sacré. Inculquer aux enfants l'idée du sacré. Oui, il y a des choses qu'on voit sur Internet. Oui, il y a telles qui paraissent être des modèles. Mais est-ce que ce sont vraiment des modèles? C'est à nous les parents de dire à nos enfants, non, ça c'est pas un modèle. Il y a des enfants qui n'ont plus de parents. Comment on fait dans ces situations? Donc on s'éduque dans la rue, on s'éduque dans la société. Non, il n'y a pas des enfants qui n'ont plus de parents. Même quand on est, à moins qu'on soit enfant de la rue, vous ne pouvez pas être dans un monde seul. On a une famille. Et tant que souvent ce sont des sources aussi à problème. Des oncles sont des sources à problème. Si on parle de viol, ça sera autre chose. Donc je ne veux pas évoquer ça. Non. Il y a des enfants qui grandissent vraiment seuls. Oui, quand ils grandissent seuls, bon, Dieu, on dit, on s'assoit, Dieu nous pousse. Bon, mais ça, c'est des cas particuliers. Vraiment, je suis sûre que dans la société, c'est des cas particuliers. Mais je dis tout simplement que la famille, les parents, la société, l'école, tout le monde doit jouer son rôle. Le sacré, comme il disait, vraiment, c'est important qu'on montre aux enfants les vraies valeurs. Parce que tant que nous, les parents, nous ne jouons pas notre rôle, les valeurs sont banalisées. On va sur Internet, on voit tout le monde, c'est une star, il a beaucoup d'argent, c'est patati, c'est patata. Bon, nos enfants copient bêtement. Et quand ils copient bêtement, ça donne exactement ce que ça donne. Des jeunes filles de 15 ans, 16 ans qui se retrouvent dans un réseau de prostitution, de proxénétisme, on ne sait même pas jusqu'où ça va. Elles ont appris ça où? On veut la vie facile, on veut parce qu'on dit que c'est possible, il faut. Non, il faut qu'on apprenne à nos enfants que pour vivre, il faut chercher, il faut travailler. Et les parents doivent jouer leur rôle. La société doit jouer son rôle, pas seulement les parents. Nous avons des ministères, Nous avons le ministère de la jeunesse, nous avons le ministère de l'éducation, des enseignements secondaires, la promotion de la femme, de la famille, les ministères. Nous devons jouer notre rôle. La société, vraiment la dérive de la jeunesse camerounaise, c'est l'échec. C'est notre échec à nous. Ce n'est pas l'échec des enfants. C'est l'échec de la société camerounaise. D'accord. Alors, quand on regarde... Oui, je reviens vers vous. Quand on regarde ces jeunes filles qui ont été interpellées, il y a des téléspectateurs qui vous... Est-ce que ces filles sont malades? Parce qu'elles ont un visage d'ange assez innocente là, au point où... Non, la définition de... était vraiment... Oui, ils sont vraiment d'une... Non, mais il faut voir. Moi, je ne dirais pas d'emblée comme ça. C'est vrai que pour que je me prononce en tant que médecin, je dois les examiner, mais la situation est tellement bien organisée, d'apparence, bien organisée, bien structurée, que ça émane plus de la stratégie que d'un acte spontané d'un schizophrène qui s'est levé chez lui et qui allait commettre un acte. Donc là, d'emblée, comme ça, à distance, moi, je ne sens pas, je ne repère pas... Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille pendant une heure de temps? Mais il suffit que ce que madame appelle les valeurs de cette fille soit quelque chose qui pour nous est de la contre-valeur. Il suffit qu'elle se dise qu'elle a le droit de se venger parce qu'elle est fâchée pour telle ou telle situation. Il suffit qu'elles appartiennent, tel que j'entends là, peut-être à un groupe dans lequel il y a une sorte d'omerta et de code de fonctionnement qui font que celui qui sort le premier reçoit tel type de coup. Mais pour que des choses comme ça apparaissent, alors il faut aller voir s'il n'y a pas d'autres situations qui sont arrivées et qui n'ont pas été filmées. Donc ça questionne aussi l'appartenance groupale, le réseautage des enfants. Mais je voulais faire un petit clin d'œil à cette question de la parentalité pour dire que tant qu'on personnifie la fonction paternelle et qu'on personnifie la fonction maternelle, et c'est ce que nous faisons, le jour où le père meurt, il n'y a plus de père. Mais si c'est une fonction qui est diffuse à tous les adultes de la zone, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui permet qu'il y ait des substituts et qu'on ait parfois même un grand frère qui fait office pour un certain temps de fonction paternelle parce que papa a voyagé. Ou qu'on a un tonton qui passe par là, qui, dès qu'il voit une situation, va la pointer. Et d'ailleurs, il faut apprécier cet adulte-là, qui voit les jeunes cachés, tel que dit Madame Yongo, qui voit des jeunes cachés et qui interpelle la police et qui dit, oh, voilà, il y a quelqu'un ici. Parce que quelqu'un aurait pu regarder et dire, moi, je m'en fous, je m'en vais chez moi. Donc, c'était juste un clin d'œil à cette situation. C'est pas une instabilité mentale? Non, mais je préfère ne pas le dire, parce que dès qu'on le dit, ça déculpabilise un peu la personne. Et même, alors, vous savez, je peux être malade aujourd'hui.
Mais ça n'interdit pas que quand je fais une période d'accalmie, moi j'ai des patients, écoutez, j'envoie 4 à 6 000 chaque année à l'hôpital La Quintili de Douala, et j'en connais qui travaillent, qui sont de très très bons techniciens dans le métier, des ingénieurs, des médecins, même des profs de ci et ça, qui prennent leurs médicaments depuis 5-10 ans, hein, et ils sont vraiment excellents. Ça veut dire que je peux avoir été patient aujourd'hui, je fais ma petite crise là, et on me traite et je suis stable. Et dans l'intervalle où je suis stable, je vais frapper. C'est-à-dire ça, je complique un peu pour que vous voyez que le fait d'avoir été malade ne veut pas dire qu'on n'est pas coupable. Parce qu'on peut même, alors, Maître le disait tout à l'heure, on peut pousser quelqu'un à aller faire parce qu'on sait que lui sera taxé de mineur ou de machin et tout ça là. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment malades? Là, je dis bien à distance, parce que j'ai eu l'occasion pour le lycée où il y a eu le coup de poignard, d'écouter et d'aller même voir les jeunes qui étaient en prison à l'époque. J'ai eu l'occasion de les recevoir sur la demande de la hiérarchie, d'aller les examiner. Ben, quand j'ai vu ces jeunes, c'était simplement des gens qui, un gars me dit, il était en classe, il a entendu qu'on a son frère en train de taper son frère, il a pris son couteau, il est sorti et bam, c'est pas du tout la maladie. Donc là, je ne suis pas très sûr. En tant que psychiatre de loin, je dis non. Alors Clarence, on a vu des images de ces jeunes filles dans des postures assez extraordinaires, des boîtes de nuit en train de fumer des chichas. Est-ce que tout ce qui se passe là aussi, ce n'est pas cette consommation de stupéfiants, de drogue, d'alcool et d'un monde assez compliqué, si je peux permettre l'expression? Alors, je ne suis pas certaine que les images des filles avec chicha et autres soient ces jeunes filles qui ont été interpellées hier. Je ne peux pas faire le rapprochement parce que même les noms qui ont été donnés ne se ressemblent absolument pas. Il n'y a pas de similitude. Donc, je ne peux pas dire que ce sont les mêmes. Absolument pas, parce que je pense que c'est plutôt l'histoire de la jeune Chimène qui a été brûlée. D'accord. Nous sommes encore sur la piste, donc on ne peut pas faire quelques déclarations que ce soit là-dessus en ce moment. Donc ce n'est pas... Je pense pas que ce Mais certaines personnes justifient justement ce niveau de violence, de sérénité de ces jeunes filles par aussi peut-être une consommation de ces produits-là, puisque vous avez travaillé sur la consommation de la drogue. Oui, ça a des effets. Oui, alors je veux dire que Dr Youm est mieux placé que moi pour en parler. Ce qu'on sait, et comme je le disais tout à l'heure, quand nous faisons nos descentes dans les écoles, et les chiffres l'ont d'ailleurs prouvé, il y a des chiffres du ministère des enseignements secondaires et même des données en dehors de ces chiffres-là qui montrent que la consommation des stupéfiants est allée croissante, je pense, ces dernières années, je ne sais plus sur quelle durée, est allée croissante, et ça fait partie justement des mobiles qui justifient la violence qu'on observe aujourd'hui. Et donc, parmi les stupéfiants qui sont cités, entre autres, on parlait du tramadol, on parle de l'alcool, on parle de bien d'autres choses qui circulent aux enclavures des établissements scolaires aujourd'hui. Donc oui, je veux dire que ça, les scientifiques en parlent depuis des années. Nous en parlons en tant que journalistes. Voilà, nous en parlons en tant que journalistes. Vous savez que ça commence dès le lycée, en tout cas avec le tramadol. Au moment où on a découvert que le tramadol était introduit dans les biscuits, dans les beignets, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans la bouillie surtout. Dans la bouillie, etc. Donc je veux dire que ce n'est qu'une autre partie si elle consomme autre chose. Je veux dire que aujourd'hui, ça commence dès le plus bas âge. D'accord. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Il y a un cas pareil sur tant d'autres. On se demande répression ou éducation, Max. Madame, tout à l'heure, vous étiez, je vais répondre à votre question, vous semblez être inquiet quand vous parlez des mineurs. Je peux vous rassurer que pendant qu'on débattait, mon célèbre ami procureur m'a donné quelques écrits pour lever tout équivoque. Il me dit tous ces enfants peuvent être placés. Ils peuvent aller en prison. Il me rappelle qu'à 12 ans, on est pénalement responsable. Je veux dire que c'est le procureur H6 Kamou. À 12 ans, on est pénalement responsable. 12 à 14 ans, on peut aller en prison. Mais à ce moment-là, on est placé dans des structures spécialisées. Alors, 14 ans et quelques plus, vous pouvez faire l'objet de détention provisoire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Merci beaucoup. Alors, madame, quand j'ai dit au départ que, malheureusement, dans ce problème, on va toujours questionner le politique. Pourquoi, maître? Je me serais attendu, vous avez fait une très belle analyse, mais j'ai vu que vous avez choisi, par devers vous, de sauter le gouvernement. Madame... Vous n'avez pas entré dans son cerveau. Non, j'ai bien pu suivre. Il y a eu la canne dans ce pays, madame. Pourquoi on cherche toujours autour de nous? C'est ceux qui nous gouvernent qui sont les premiers responsables. Si vous ne mettez pas sur pied un programme solide, eh bien, vous éduquez une population en l'envers.
il y a eu la canne dans ce pays, madame. Il y a le phénomène de ce que vous avez appelé les influenceuses. Vous avez vu ce qu'on a choisi comme influenceuse. Madame, vous n'avez pas eu mal de savoir que tout un cabinet civil, on prend l'argent du contribuable, on les fait voyager en première classe, elles arrivent pour nous servir ce que nous avons vu à l'hôtel Montfébé, d'aucunes se sont même taxées des influenceuses d'État. Et ça a donné quoi à la fin, madame? C'est un pays regrettable. Ça veut dire que c'est ce justement. Ça a un impact sur sa je vous en prie, je vous en prie. Mais bon Dieu, madame, si effectivement on peut se rendre compte qu'une dame qui peut poser nue peut être invitée au haut sommet de l'État, eh bien, on a dit à se poser la question, ceux qui sont normalement vêtis valent donc quoi? Non, madame, c'est un problème sérieux. C'est pourquoi nous disons que le gouvernement camerounais a encouragé la dépravation et la perversion. Simplement. Quand la société camerounaise a commencé à se plaindre, qu'est-ce que ceux qui nous disent ont fait? Eh bien, ils ont rapatrié ces influenceuses. Mais malheureusement, notre image a été ternie. On a eu des gens qui sont venus jouer ici. Les Marocains, vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils voulaient abandonner l'hôtel Montfébé parce qu'ils ne pouvaient pas se concentrer, parce qu'on était en train de leur montrer des choses impensables. Maintenant, vous aussi, les médias, vous les médias, il y a eu l'histoire d'une jeune fille qui est sortie de prison. Comment on appelait cette jeune fille-là? Encore, je n'avais pas. On va citer le nom ici. Malheureusement, il faut citer. On n'a pas besoin de cacher. Vous l'appelez Cynthia Fianga. On n'a pas besoin de cacher parce Elle n'est pas passée sur le canal de rassurez-vous. Attendez. Il se trouve donc qu'elle est passée ici, c'est-à-dire, je m'identifie à telle influenceuse. Je vous fais grâce de ne pas vous citer son nom. Vous voyez comment des jeunes copient négativement des gens. Et pourquoi? Parce que nous avons une société de paraître, du virtuel. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, madame, les conséquences, vous l'avez même sur l'image, sur le physique. Vous voyez quelqu'un, en journée, il est comme ça, mais lorsque sur les réseaux sociaux, on paraît blanc, et ces jeunes s'identifient comme ça. Et c'est comme ça que les gens courent vers la dépigmentation. Il faut qu'on soit sérieux. Le ministre de la Santé, madame, nous sommes dans un pays extraordinaire. Le ministre de la Santé a pris des décisions à un moment donné pour lutter contre la dépigmentation, je crois. Aussitôt qu'il a fermé ces sociétés, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait pression sur le ministre de la Santé qui a levé toutes ces décisions. Et le résultat est là aujourd'hui. C'est une société sans repère. Et le gouvernement en est la cause. Madame, vous parlez tantôt de l'école. Que vaut l'école aujourd'hui? L'école a quelle valeur? Lorsque pendant une canne, on vous demande d'arrêter, de fermer les écoles à 13h pour aller voir le match de football. À votre avis? C'est l'esprit patriotique. Je vous en prie, madame. Voilà. Je vous en prie, madame. On a déjà développé un pays avec le football? Non. Il faut qu'on se dise une chose, madame. Si on n'a rien dans la tête, on aura une société perdue. Aujourd'hui, on semble vous montrer que l'école n'est plus la clé qui mène vers la Russie. On a un courant qu'on appelle les influenceuses, qui, pour moi, si on mène une véritable enquête, on verra que c'est des sources de blanchiment d'argent. Vous avez eu une influenceuse dont je vais plaire le nom, souffrez, une seconde, madame, qui a commencé à distribuer des millions. Personne n'a ouvert une enquête pour dire, venez ici. À 22 ans, tout ce que vous distribuez, vous prenez où? Ça n'aime personne. Ça n'aime personne. Et chacun passe son bonheur de chemin. Ces personnes sont dans les réseaux sociaux. Je pleure. Parce que j'ai coutume de dire au procureur de la République, monsieur le procureur de la République, si on était dans une justice indépendante, vous devez interpeller ces personnes. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, nous sommes dans un pays des loges, des réseaux, un pays de tout ce qui... Tu sais qui je suis. Une fois que le procureur va interpeller, il va recevoir un coup de fil pour dire tout simplement que pour résoudre ce problème, madame, qu'on le veut ou pas, on ne peut pas résoudre ce problème sans appeler le politique. La situation est tellement grave, madame. Il faudrait que ceux qui nous gouvernent, il faut même voir les leçons qu'on veut enseigner à l'école. Vous vous souvenez une année, madame, au temps du ministre, comment on appelait, Philémon Yang, on a sorti un livre en classe de 5e de sciences qui faisait peur. Il a fallu qu'on bagarre. Et lorsque le Premier ministre a vu ça, qu'est-ce qu'il a dit? Arrêtez-moi ça des programmes. D'accord, c'est bien compris. Alors je reviens avec vous la question. Dans cette situation, répression ou éducation? Les deux. Les deux, évidemment, parce que répression, parce que force reste à la loi, c'est la justice qui prime. C'est la première chose. Mais éducation et pas instruction, parce que instruction, c'est qu'on enseigne des choses, on s'en va. Éducation, parce que on a besoin d'une... J'ai parlé du sacré tout à l'heure. Je ne sais pas... je me rappelle quand j'étais, moi, tout jeune, il y avait les cours de savoir-vivre et de morale et tout. Mais le problème, c'est quand ça reste quelque chose de théorique et qu'il n'y a rien qui fait implémenter ça.
Et j'ai bien aimé tout à l'heure quand j'ai entendu interpeller le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Moi, le mot famille m'importe beaucoup. Et je souhaite qu'il y ait carrément de grosses stratégies pour la protection de la famille. Parce que ce que je vois, c'est que finalement, il y a des parentalités qui ne sont pas des familles. C'est-à-dire des gens qui sont ensemble parce qu'ils s'aiment ou parce qu'ils font les mêmes métiers, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Un contrat, et voilà. C'est comme un contrat. Et puis finalement, il n'y a pas cette chose-là qui fait qu'on veut vieillir ensemble. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est parti, qui faisait le ciment. Donc je crois que oui, beaucoup de justice, mais beaucoup aussi de... Alors elle a bien dit, Clarence Yongo, il faut bien l'écouter là, elle a bien dit sensibilisation, mais elle a aussi dit prévention. Parce que la réparation de situation sociale, elle est très très difficile. Parce que quand les faits sont déjà ancrés, quand les habitudes sont déjà là, c'est difficile à désinstaller. Donc il faut tout faire avant. D'accord. Vous êtes offusqué justement du fait qu'avec tout ce qu'on a sur les réseaux sociaux et ce énième cas, on n'est pas de réaction des ministères de tutelle jusqu'à présent, pas de sortie pour condamner, rien du tout, et c'est pas la première fois. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec des cas précis comme ça? Moi, je ne suis pas offusquée du tout. Je commence à faire comme des Camerounais. Je ne vais pas dire on va faire comment parce que ça ne fait pas partie de ma philosophie. Je me bats sur le terrain avec mes propres moyens. Certains ont d'ailleurs dit que je suis financée par je ne sais pas qui. Mais ce sont mes propres moyens parce que je regarde ces enfants. Je regarde et puis je me dis mais si personne ne le fait, qui le fera? Je ne suis pas offusquée parce que j'ai l'impression qu'ils ne voient pas ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est des statuts qui sont là et puis je ne suis pas offusquée. La loi récente sur la protection des mineurs sur le cyberespace, quand vous la lisez, vous avez l'envie de pleurer. Donc du coup, j'ai juste envie de leur dire, j'ai l'impression que vous n'aimez pas ce pays. Et je le dis tous les jours. On parlait des valeurs tout à l'heure. Le code de bonne conduite est utilisé sur le cyberespace. Il existe des codes de bonne conduite dans les États normaux. Il existe des codes de bonne conduite. Normal, Et donc, si on se dit qu'il y a un code de bonne conduite, on doit pouvoir au moins réguler. Tout à fait. On parle de tout ça depuis combien d'années? Il faut qu'on régule parce que sinon les enfants prennent tout et puis ils encaissent tout et puis voilà, c'est des espèces de réceptacles. Et donc ce qui va se passer demain, c'est ce que nous voyons là, c'est même pas le 10e de ce qui va se passer parce qu'ils vont être formatés avec tout ce qu'ils reçoivent sur Internet. Donc il faut véritablement que ces choses-là changent et qu'il y ait une régulation, du cyberespace. J'ai l'habitude de demander, mais l'antique, à chaque fois que je parle de l'antique, tout le monde dit... vous parlez oui, de l'antique. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle. Parce qu'il faut qu'on en parle. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, même cette vidéo, je vais dire, dans un état régulier, on l'aurait bloqué. Ces vidéos qui sont devenues virales. Horrible, hein. Avec les algorithmes, ça se fait. Je ne suis pas technicienne, mais le peu que je connais sur voilà, ça se fait. Donc, comment est-ce qu'on peut laisser tout et n'importe quoi et que les enfants avalent au quotidien? Vous vous attendez à quoi? Les enfants vont être violents. Ils vont être davantage violents. Et maintenant, ils vont s'appuyer sur, comme Maître le disait, ils vont s'appuyer sur celles qu'on appelle influenceuses. Des contre-valeurs. Des contre-valeurs, justement. Et qu'est-ce que ces personnes-là montrent justement à cette jeunesse qui s'interroge même sur l'avenir de la jeunesse en regardant ce que ces personnes-là sont et ce qu'elles transmettent, justement, ce qu'elles transmettent à la jeunesse. Ce sont ces personnes qui sont mises en avant de plus en plus, non? Et ça pourquoi est-ce que ça n'inquiète pas? Qui va inaugurer un salon de coiffure et laisse un start-upper qui a produit quelque chose pour un développement. Il y a lieu de se poser des questions sur les priorités. Vous savez pourquoi, madame? Non, je sais. Pourquoi? Non. Vous avez déjà répondu à ces questions. Permettez à Clarence de terminer. Oui, pour terminer, je vais suivre également, mettre sur le rôle des médias traditionnels. L'une des recommandations également, c'est que les médias traditionnels doivent permettre de gérer... comment je vais dire ça, doivent permettre d'être comme une sorte de tamis. Oui. Parce que si vous prenez tout ce qui vient du cyberespace et que vous mettez en avant sur le média traditionnel, c'est compliqué. En fait, vous êtes en train d'adouber ce qui s'est passé sur le cyberespace. Or, sur le cyberespace, tout le monde est éditeur de contenu. Donc, vous n'avez pas besoin d'intermédiation, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va valider parce que vous êtes le maître de votre espace. Vous faites bien de rappeler cela parce qu'aujourd'hui, on a l'impression justement que les médias traditionnels se sont retrouvés avec des médias virtuels
pour faire le buzz. Et du coup, l'émission... C'est pour cela que je parle très souvent d'émissions des médias traditionnels. Parce que si chacun ne sait pas quel est son rôle, le média traditionnel a la recommandation même, quel est son rôle? C'est de voir tout ce qui ne va pas sur le cyberespace et de dénoncer sur le média traditionnel, qui garde quand même un rôle de régulation, entre guillemets. D'accord. Fridolin, on est en train de sortir de ce plateau. La police est sur les traces de ces jeunes filles-là. Des arrestations sont menées. Il y a espoir pour demain? Oui, il y a espoir pour demain. Tant qu'on vit, il y a espoir. Nous sommes, c'est notre société, c'est notre pays, ce sont nos enfants. C'est à nous de nous remettre en cause, c'est à nous de nous remettre en question. Nous sommes des hommes. On dit que seuls les idiots ne changent pas d'avis et nous ne sommes pas des idiots. Ça veut dire que le peuple camerounais, la société camerounaise, il m'a interpellé, il disait non, je ne dénonce pas, je ne m'attaque. Non. Moi, je ne suis pas. Comment je vais dire ça? Je ne cautionne pas, parce que tout le monde ici, qui peut cautionner que l'attitude du gouvernement camerounais? Personne ne peut la cautionner. Personne ne peut la cautionner. Les enquêtes sont en cours. Ce sont des infractions pénales qui ont été commises. Comme nous avons tous dit ici, il y aura la répression. Ça, c'est certain. D'accord. Parce que il faut déjà qu'on démasque le réseau. C'est tout un réseau de proxénétisme. Comme il a dit, il y a sûrement des personnes âgées, des adultes qui sont tapis dans l'ombre et qui tirent les manettes de ce réseau-là. Donc la répression doit s'éteindre. Et maintenant, il faut l'éducation. Nous avons dit l'éducation. L'éducation de nous tous. Parce que ce n'est pas seulement l'éducation des enfants, l'éducation du peuple camerounais lui-même, l'éducation des parents eux-mêmes, l'éducation de la société. En général. En général. Est-ce qu'on peut éduquer notre gouvernement et peut-être attirer l'attention de notre gouvernement, l'interpeller pour lui dire que vraiment, il faut que des décisions soient prises, il faut que des choses soient faites. Il faut que cette histoire d'Internet et tout ce que, comme elle disait, on absorbe tout, on accepte tout, on ouvre tout, mais qu'on prenne qu'on met des censures, qu'on met des limites. C'est bien compris. Voilà. C'est bien compris. Là, on a moins d'une minute, juste quelques secondes pour permettre à vous de... Comment faisaient nos anciens pour tenir des sociétés sans commissariat et sans prison? Ils avaient juste le sacré et les valeurs. Je me tais. Madame, est-ce qu'il vous est arrivé de vous balader dans la nuit et de trouver ces jeunes filles en bordure de route? Vous avez déjà vu l'attitude de nos forces de l'ordre? Est-ce que les forces de l'ordre interpellent ces prostituées qui sont dans la route la nuit? Non. Faites cette expérience. Ils vont vers elles vont payer le droit de la nuit, 1000 francs, 2000, et puis on met dans la poche, on part. Et comment faire donc? C'est pour dire tout simplement, madame, tant que nous ne nous levons pas pour décrier les faits, et je demande à Clarence, vous êtes sur un champ très délicat, je vous souhaite beaucoup de courage. Si vous êtes une association, si je peux vous faire un don, rassurez-vous, je vais vous faire un don. Je vous demande de ne pas abandonner. De ne pas abandonner, parce que si justement vous baissez les bras, c'est terminé, on n'en parle plus. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra ici pour faire le point, puisque la reconstitution des faits est annoncée dans les prochains jours. Clarence Yongo verra peut-être avant la rentrée ou pendant la rentrée, un plateau spécial sur les attitudes des jeunes et comment rééduquer cette jeunesse-là. Max Wabo, merci d'être venu. Clarence Yongo, ça a été un plaisir de vous avoir et félicitations encore pour le travail abattu. Maître Fridolin Aline Anaba Kodo, on espère que ce ne sera pas la dernière fois de vous avoir sur ce plateau. Et Dr Eyoum Christian, merci de votre disponibilité. On fera une émission avec vous sur le mental de ces jeunes-là encore à cette période de rentrée scolaire. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres. On se retrouve demain avec d'autres invités et une autre thématique. Bonsoir. Bonsoir.